Bonjour Cécilia Sévry. Bonjour. La semaine dernière, à l'occasion des 60 ans du premier voyage de l'homme dans l'espace, vous nous aviez rappelé qui était Youri Gagarin. Oui, on a vu son histoire personnelle, son parcours tout au long de son aventure spatiale et sa mort tragique à 34 ans dans un accident d'avion dont les conditions sont restées assez floues. On est revenu sur les détails de la mission Vostok, je vous le disais, non sans ménager un certain suspense. Cette mission-là, elle ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Il y a eu beaucoup de défaillances qui auraient pu lui coûter la vie. Notamment au moment de l'atterrissage. Oui, au moment de l'atterrissage où il a dû s'éjecter parce qu'il était en train de rentrer en toupie dans l'atmosphère et donc de perdre connaissance. Mais avant même tout ça, au moment du décollage, en fait, il est parti trop loin et il était sur le point d'aller beaucoup trop loin en orbite autour de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, tout est calculé. Il fallait qu'il soit sur un point précis en orbite autour de la Terre pour faire seulement un seul tour d'orbite et puis rentrer au bon moment dans l'atmosphère. Là, il partait beaucoup trop loin. Heureusement, les systèmes de freinage d'urgence se sont enclenchés. Sinon, il partait tellement loin qu'il restait dans le cosmos pendant 10 jours. Sauf qu'en 10 jours, il n'avait pas assez ni de nourriture, ni d'eau pour survivre. Et alors, vous nous aviez promis de nous parler d'un homme de l'ombre. Oui, cet homme de l'ombre dont on n'a jamais connu l'existence et qui pourtant a permis ces 108 minutes historiques, c'est Sergueï Korolev. En fait, personne à l'époque et jusqu'à sa mort ne sait qui il est. Pourtant, c'était le concepteur en chef du programme spatial soviétique, mais le régime ne voulait surtout pas faire d'ombre à ce héros national qui était Youri Gagarin. Pour garder son identité secrète, l'URSS est même allé jusqu'à refuser qu'on décerne à Sergueï Korolev le prix Nobel à l'époque, alors que c'était quand même le premier scientifique à envoyer un homme dans l'espace. D'ailleurs, ce qui est assez incroyable dans l'histoire de cette personne, c'est qu'avant même qu'il intègre Roscosmos, enfin, ce qui était l'agence spatiale de l'URSS à l'époque, l'Union soviétique a failli le tuer en le déportant dans un goulag en 1930. Sous Staline, il a été arrêté et envoyé dans un goulag, un des plus durs à l'époque, et il a survécu. Il est finalement entré dans l'agence spatiale russe et 30 ans plus tard, il a offert à l'URSS de marquer l'histoire avec les missions Sputnik, le premier satellite, la mission Laika, le premier être vivant dans l'espace, le chien, et bien sûr la mission Vostok de Gagarine. Ce sont donc deux héros qu'il faut célébrer et qu'il fallait célébrer la semaine dernière. Très bien. Bon, mais 60 ans plus tard, quelle est la place de la Russie dans cette conquête spatiale ? Elle perd un petit peu en puissance, il faut le dire quand même. Alors bien sûr, elle reste un acteur incontournable grâce aux fusées Soyouz, notamment fusées extrêmement fiables, des fusées russes qui avaient le monopole depuis 10 ans sur l'envoi d'astronautes dans l'espace et dans la station spatiale européenne. Mais l'année dernière, la Russie a perdu ce monopole face à SpaceX qui a renvoyé pour la première fois, on en a déjà parlé, les Américains, qui a rendu aussi sa souveraineté aux Américains pour envoyer des astronautes dans l'ISS. Et puis surtout, depuis plusieurs années, le pays peine assez à innover. L'agence spatiale russe a subi, il faut le dire, quelques séries de déconvenues ces dernières années avec plusieurs lancements manqués. Un exemple ? Oui, un exemple. En 2017, Roscosmos envoie plusieurs satellites appartenant à des institutions et des entreprises, donc avec un énorme enjeu montré qu'ils sont capables aussi d'assurer ce secteur-là. Le problème, c'est que le satellite principal, Météor, a été perdu. Ils ont perdu sa trace pendant la mise en orbite, ce qui a été assez embarrassant pour la Russie. Puis le sujet le plus problématique, c'est la corruption. La corruption en Russie, c'est un vrai problème. Par exemple, pour le financement, qui a quand même coûté 4 milliards d'euros pour le nouveau Cosmodrone, qui doit remplacer Baïkonour, qui s'appelle Vostochny en Extrême-Orient, qui loue au Kazakhstan actuellement. Le financement n'est pas du tout transparent, c'est même très opaque et on accuse la Russie de corruption sur ce sujet, de ne pas délimiter les finances entre l'agence spatiale et l'État. En plus, elle a pris du retard sous la direction d'Eltsine, en fait, dans les années 90, parce que pour Eltsine, la question de fierté nationale spatiale n'était pas très importante comparée au coût qu'on devait y dépenser. Vladimir Poutine a essayé de rattraper le retard, mais ce n'est pas évident. Alors, quels sont les programmes aujourd'hui de la Russie, assez rapidement ? Alors, assez rapidement, la Russie, pour l'instant, c'est pas très, très ambitieux, parce qu'il y avait un programme ExoMars avec l'Agence spatiale européenne prévu pour 2018, reporté encore une fois cette année, donc 2022. Elle ambitionne quand même finalement d'aller sur la Lune, ça a été la surprise. Donc il y a quand même de l'espoir pour retrouver cette fierté nationale. Elle prépare un programme qui s'appelle Luna 25 avec cette première mission Luna 25 et donc elle devrait
essayer de renvoyer des hommes sur la Lune, elle aussi, autour de 2030. Alors, merci Cécilia d'abord pour cette histoire russe dans la conquête spatiale. Un mot pour terminer ce rendez-vous dédié à l'espace sur Thomas Pesquet. Oui, alors à l'heure où on enregistre cette émission, il est encore en train de se préparer. Il va rejoindre aujourd'hui pour la deuxième fois de sa vie la Station spatiale européenne avec 3 autres personnes, collègues astronautes dans la Crew Dragon, la Station spatiale internationale qui orbite autour de la Terre à 28 000 km/h, à 400 km au-dessus de notre tête. Il va rester 6 mois là-bas, faire tout un tas d'expériences, une centaine d'expériences pour l'ESA et pour le CNES. Et dans 5 mois, pour son dernier mois dans l'ISS, il aura l'honneur d'être le commandant de la Station spatiale internationale, la première fois qu'on fait cet honneur à un Français. Merci beaucoup Cécilia, merci à tous de nous avoir suivis. On souhaite un excellent voyage à Thomas Pesquet. Moi, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.